Bonjour à tous. Euh, 35 élèves. Ce sera bien qu'il y ait un peu plus de monde. On va quand même commencer. Quelques mots. Donc déjà, juste un mot sur les interrogations orales de l'après-midi. Parce qu'hier, j'ai eu plusieurs demandes. Est-ce que vous pourriez nous envoyer les sujets, etc. En fait, le problème, c'est quand l'après-midi, je suis prise par les interrogations orales, je ne peux pas faire autre chose, répondre aux questions, etc. Donc là, c'est vrai que cette semaine, je vais être un peu moins disponible. Donc pour aujourd'hui, comme en début d'après-midi, vous avez anglais, je vais pouvoir envoyer les sujets un peu plus tôt pour le vendredi. Je les enverrai plutôt en début d'après-midi, mais voilà, hier, fallait que j'attende de savoir à peu près ce que j'avais fait en cours, etc. Donc, je n'ai pas pu faire plus rapide que ce que j'ai fait. De toute façon, vous avez cet après-midi, ceux qui passent jeudi, pour faire votre sujet pour, donc pour jeudi. Donc, voilà, pour demain. Et ceux qui passeront vendredi pourront prendre le jeudi après-midi. Pour ceux qui passent jeudi, hein, il y a quelques notions qu'on avait vues hier et qu'on va un peu préciser ce matin que vous pouvez mettre dans certains des sujets. Je vous ai prévenu dans ces cas-là. Alors, si je reprends et que je résume un peu ce qu'on a vu sur les deux premières heures de cours concernant ce chapitre. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, la dorsalisation, hein, c'est quelque chose de très, très précoce. Ça, on le savait avec le croissant gris, mais on le sait grâce aux déterminants maintenant. Ces déterminants, au départ, sont uniquement présents dans l'ovocyte femelle. D'accord? Donc, c'est ce qu'il y avait dans l'ovocyte femelle qui va permettre de fonctionner correctement. Donc, dans l'ovocyte femelle, vous avez DSH normalement, qui est plutôt au départ, hein, avant la piqûre spermatique, qui est plutôt au niveau ventral, enfin en tout cas, pardon, au niveau des végétatifs, d'accord. Et au moment de la piqûre spermatique et de la rotation corticale, DSH va se retrouver en fait dans cette zone plutôt dorsale. Ok. Vous avez aussi dans l'ovocyte GSK3 qui est présent dans l'ensemble de l'ovocyte, mais qui n'est pas encore actif tant que l'activation n'a pas été faite. Une fois qu'il y a eu la piqûre spermatique, GSK3 va devenir actif. GSK3, c'est une enzyme qui va détruire la bêta-caténine. D'accord? Mais GSK3 est inhibé par DSH. Ce qui fait que la piqûre spermatique, parce qu'elle permet un déplacement de DSH, va protéger la bêta-caténine dans la zone végétative et dorsale. Donc, dans cette, il faut que je vous montre avec la main, dans cette zone-là, d'accord? Et donc, va permettre la présence de la bêta-caténine au niveau dorsal. OK? Une fois que vous avez la bêta-caténine, eh bien, vous avez donc cette bêta-caténine qui est en bleu. Vous avez par ailleurs les ARN messagers VG1 et VEGT qui, eux, sont restés hein, dans les cellules végétatives. Enfin, en tout cas, dans la partie de l'ovocyte qui était la partie végétative. Et vous avez une zone de chevauchement qui va correspondre au centre de Newcomb. D'accord? Et donc, ça va aboutir à un gradient de nodal. Donc, je vous ai déjà dit que ça, c'est pas ça qu'il faut écrire. Hein. Je l'ai pas changé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Donc, ça, c'est pas ça qu'il fallait écrire. Donc, on a un gradient de nodal. D'accord? Et donc, ce gradient de nodal va permettre, en fait, de déterminer juste au-dessus. Donc, nodal, c'est une molécule qui va être une molécule émise. C'est justement ce qui va être l'inducteur. D'accord? Donc, on a un inducteur qui est très présent ici et qui va permettre la mise en place ici d'un mésoderme dorsal, ici d'un mésoderme ventral. D'accord? Ce qu'on avait vu également, donc ça c'était le système du drapeau français, donc on avait vu le fonctionnement nodal par une communication intracellulaire. Et on avait vu aussi un peu avant hein, que nodal, d'accord, en fonction de son gradient, va permettre l'expression de certaines protéines, en tout cas la transcription de certains ARN messagers qui donneront ensuite des protéines. Et donc, on a deux protéines qui sont en particulier présentes dans la partie dorsale
du futur mésoderme qui sont chordines et goscoïdes. D'accord? Parce que alors, effectivement, on parle de gradient extracellulaire pour nodal parce que nodal est sécrété. Donc, en fait, nodal va diffuser dans la matrice extracellulaire. Et ensuite, nodal va éventuellement, s'il y a des récepteurs, interagir avec ces récepteurs. Donc, si les cellules sont compétentes, nodal va modifier, hein, le devenir de ces cellules. OK? On avait vu un certain nombre de choses comme ça. Donc, on en était dans le grand 1, petit 3, donc, je vous avais mis le titre, je crois, régionalisation du mésoderme, une induction progressive. Et on avait grand 1, petit 3, petit 1, l'identification du centre impliqué dans la régionalisation du mésoderme. Et c'est une expérience de Spemann et Mangold, où en fait, c'est une greffe de la lèvre dorsale du blastopore. Donc là, ce n'est pas des blastomères végétatifs qu'on va prendre, c'est la lèvre dorsale du blastopore qu'on va utiliser. D'accord? Donc, isochronique et ectopique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui est écrit dans votre cours, greffe de la lèvre dorsale du blastopore, isochronique et ectopique. Ça veut dire qu'on prend un embryon qui en est exactement au même stade, d'où isochronique, d'accord? On lui prend la lèvre dorsale du blastopore. Et ectopique, ça veut dire que c'est bien la partie ectodermique de cette lèvre qui est utilisée, d'accord? En tout cas, non, c'est pas ectodermique, ça va donner du mésoderme, mais en tout cas, c'est de l'extérieur et c'est en tout cas sur la partie avec des micromères. D'accord? Et on la greffe ici, et effectivement, on obtient. Et bien sûr, on conserve l'orientation pôle animal, pôle végétal. Alors, j'ai une. Attendez. Alors, le centre de Newcop, ça c'est autre chose que le centre de Newcop. D'accord? Avec le centre de Newcop, on avait la même chose. Mais le centre de Newcop, je vous rappelle, c'est une partie qui est située ici. D'accord? Donc, qui est située là. Et qui est vraiment dans la zone végétative et qui correspond à une zone où il y a des macromères. Et en fait, pourquoi on dit que c'est un centre organisateur? Parce qu'il suffit que je prenne quelques cellules de cette zone-là, à ce stade-là, d'accord, que je les mette sur un autre embryon au même stade pour avoir un nouvel axe embryonnaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un centre organisateur. Grosso modo, même si je n'ai pas le reste, si je vais avec ce centre-là, je vais avoir suffisamment d'expression nodale et disons oui, une quantité suffisante de nodales, avec plus de nodales dans la partie dorsale que dans la partie ventrale, pour avoir un embryon normal. D'accord? Ici, on se met un peu plus tard, d'accord? On n'est plus au niveau du stade blastula ou même des stades un peu précédant le stade blastula ou très jeune blastula. On est sur le stade très jeune gastrula au moment où on met en place le blastopore avec la lèvre dorsale du blastopore. Et c'est la lèvre dorsale du blastopore que l'on prend et que l'on positionne. D'accord? Et à nouveau, on a un double embryon. Donc à nouveau, on a un nouveau centre organisateur qui n'est pas tout à fait le même. D'accord? Vous voyez, je prends bien la lèvre du blastopore. Donc, j'en suis au stade très, très jeune gastrula. J'en suis plus à la fin, à la blastula. D'accord? Cette lèvre dorsale du blastopore, je la positionne ici dans la bonne orientation dorso-ventrale. Pardon, dans la bonne orientation animale végétatif. D'accord? Et j'obtiens 2 axes embryonnaires. D'accord? Donc, je reviens ici. Donc, ici, j'ai les tissus qui proviennent de la lèvre dorsale de la greffe, d'accord? Donc j'ai quelques tissus qui proviennent de la lèvre dorsale de la greffe, mais c'est assez peu.
Donc, il y avait un petit peu de macromère, hein, parce qu'on a un peu d'endoderme dans cette lèvre dorsale, mais très peu. Et donc ça me montre bien que ces cellules-là, qui étaient ectopiques, elles ont induit d'autres cellules à devenir somites, à devenir moelle épinière, à devenir lame latérale. D'accord? Donc on en conclut que la lèvre dorsale et alors oui, on avait vu que quand on faisait une injection de cordine, donc cordine qui est un des gènes exprimés dans cette lèvre dorsale du blastopore, d'accord. Quand on injecte cordine dans une injection ventrovégétative, on a quasiment la même chose. Alors c'est un peu moins marqué, tout simplement parce que dans la lèvre dorsale du blastopore, vous avez cordine, mais d'autres protéines. Là, il n'y a que cordine qu'on va mettre, mais on voit qu'on a un phénotype avec deux axes embryonnaires, deux dos, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la lèvre dorsale du blastopore modifie le devenir du mésoderme par une action dorsalisante. Donc, c'est une induction. D'accord? euh, Ça va même aller plus loin parce que ça va même permettre la détermination d'une. Ça va aussi modifier le devenir de l'ectoderme, qui devient du neuroderme. D'accord? Donc on peut dire que la lèvre dorsale du blastopore organise harmonieusement la formation d'un embryon. Il s'agit de nouveau d'un centre organisateur qui apparaît un petit peu plus tard que le centre de Newcock dans le temps, et ça s'appelle le centre organisateur de Spemann. Je pense qu'Alix, ça répond à vos questions. Voilà. Donc, ce centre organisateur, en fait, il va vraiment avoir un rôle, et un de ses rôles, ça va être qu'il va produire des gradients de morphogènes. D'accord? Donc, grand 1, petit 3, petit 2, morphogène produit par le mésoderme. Et puis des centres organisateurs, effectivement, il y en aura plusieurs au cours du développement, ça s'enchaîne. D'accord? Et ces centres organisateurs, au début, ils sont organisateurs de l'ensemble de l'embryon, et petit à petit, ils vont organiser un petit peu des choses plus précises. Alors, quand on regarde de façon moléculaire le centre de Spemann, alors ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Non, là-dessus, vous avez assez peu de documents ensuite. D'accord. Donc là, ça va être vraiment des documents. Alors, vous allez avoir le document 12 qui reprendra un petit peu l'ensemble, mais ça vous fait donc assez peu de documents, et là, le diaporama est bienvenu. Donc, vous avez une concentration élevée de cordine qui a été induite par le centre de Newcock. Donc, dans le centre de Newcock, je vous rappelle qu'on avait beaucoup d'expressions, une expression importante de nodal, d'accord, qui a permis ensuite une expression importante de cordine, d'accord, dans le centre de Spemann, qui est juste au-dessus, d'accord. Cordine, on a bien vu avec l'injection, c'est une protéine qui a un effet dorsalisant, et c'est une protéine sécrétée, d'accord. Donc elle est sécrétée dans la zone marginale dorsale, et elle va diffuser selon un gradient dorso-ventral, d'accord. Donc si je prends ici, cordine, elle est fabriquée par ces cellules-là, d'accord, et elle va diffuser en direction du ventre, d'accord. Dans la zone marginale ventrale, ici, on observe une autre protéine qui est une protéine BMP4, d'accord. Donc c'est un TGF-bêta qui, elle, a un effet ventralisant, d'accord.
Donc BMP4, elle, va aussi avoir un gradient, mais cette fois-ci ventraux-dorsal d'une certaine manière, donc avec une concentration importante au niveau du ventre et une concentration qui diminue en allant vers le dos. D'accord? Et en fait, il y a des interactions cordine BMP4, de telle sorte qu'en fait, en présence de cordine, BMP4 ne peut pas se fixer sur son récepteur. C'est-à-dire que sont antagonistes. Quand l'une fonctionne, l'autre ne peut pas fonctionner. Et c'est essentiellement lorsque cordine est présente que ça inhibe BMP4. C'est pour ça que cordine prend en quelque sorte le dessus et que si je mets de la cordine ici, d'accord, je vais avoir un effet dorsalisant très fort. Donc il y a un petit schéma qui permet de montrer ça, que j'ai mis dans le cours, que j'ai pas mis dans vos fichiers, qu'on peut très très facilement reschématiser. Donc on peut schématiser cordine de cette façon, d'accord, et BMP4 de cette façon. Donc si j'ai BMP4 seul au niveau du ventre, BMP4 va s'associer à son récepteur, donc ça ce sont, voilà, et on va avoir de la transphosphorylation, transduction du signal, etc., etc. Par contre, si BMP4 rencontre cordine, eh bien, cordine va s'associer à BMP4, ce qui va ensuite empêcher de BMP4 de s'associer à son récepteur. D'accord? Et donc, ça montre que cordine, grosso modo, prendra le dessus sur BMP4. Et cordine, lui, peut continuer à agir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a, et on peut le schématiser ici assez bien, vous l'avez aussi un petit peu schématisé dans votre document 12. Donc, si je reprends ici, donc vous avez VG1, etc., bêta-caténine, centre de Newcop. Ensuite, vous allez avoir ici induction du centre de Spemann, avec, alors on vous donne gouscoïde, mais vous avez aussi cordine, d'accord. Et puis ici, vous avez BMP4. OK. Ensuite, vous allez avoir ce double gradient. Donc ici, les facteurs dorsalisants, Noggin, cordine, il y a nodal aussi, mais bon, nodal, il agit plus en bas. Ici, vous avez BMP4, XWR8, il y a un petit peu VHT, mais le VHT est d'origine embryonnaire cette fois-ci, etc. Donc vous, hein, je vous ai dit, les deux molécules à retenir, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir, c'est bien cordine, oups, ici, et BMP4. D'accord? Alors, vous pouvez connaître un petit peu les autres de façon... Et en fait, d'un schéma à l'autre, vous n'aurez pas toujours exactement les mêmes molécules. Vous aurez toujours cordine, vous aurez toujours BMP4. D'accord? Donc ça, c'est le schéma que vous avez et qui va me permettre d'aborder le grand 1, petit 4. Non, qui va me permettre de faire le bilan. Là, ce qu'il faut que vous reteniez du coup de ce grand 1, petit 3, petit 2, c'est qu'on a deux gradients inverses de morphogènes selon l'axe dorso-ventral dans la zone marginale. Et ça veut dire que vous avez tout de suite une information de position qui va régionaliser de façon très précise le mésoderme selon l'axe dorso-ventral. D'accord? Donc, les morphogènes sont produits une fois que le mésoderme est induit. Mais on voit tout de suite que dans l'induction du mésoderme, vous allez avoir associé une production de morphogènes qui ne sera pas la même dans la zone dorsale et dans la zone ventrale. D'accord? Donc si je reprends, et ça c'est le schéma que je vous ai donné parce que je le trouve pas mal, déjà, on vous explique un petit peu ce qui se passe au cours de l'ovogénèse, d'accord? Avec déjà des polarisations qui sont importantes, une nouvelle polarisation dorso-ventrale au moment de la fécondation et de la rotation corticale, qui aboutit, si on simplifie les choses, à une accumulation dorso-végétative de bêta-caténine, d'accord? Et cette accumulation dorso-végétative de bêta-caténine va permettre de définir la présence du centre de Newcop et l'expression de XNR, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous allez avoir induction du mésoderme partout, mais une induction qui est
orienté parce qu'on ne va pas permettre l'expression exactement des mêmes gènes. Donc ici, vous avez le centre de Spemann avec cordine, Noggin, Frisbee, par exemple, et ici, la partie ventralisante avec BMP4 et Wnt8. D'accord? Sachant que si j'ai BMP4 et cordine, eh bien, c'est cordine qui gagne parce que cordine inhibe BMP4. D'accord? Donc, ce schéma, il n'a pas trop de molécules. Il m'a paru assez bien. Donc, vous avez bien Nodal qui est ici. Je vous dis XNR parce que moi, j'ai appris avec XNR chez le Xenop. Marie-Sara, vous collez quand? Cet après-midi? En tout cas, pour ceux qui collent cet après-midi, je considérais qu'il n'y avait pas l'induction à intégrer dans le sujet. Pour ceux qui collent à partir de jeudi et vendredi, l'induction est au programme. Voilà. Après, si cet après-midi, parce que normalement, vous avez déjà fait le tableau de colle pour cet après-midi, donc je considère que ce n'était pas au programme de colle. D'accord? Après, si vous avez le temps de refaire d'ici 10 heures, mais ça m'étonnerait, vous avez cours ensuite, donc c'est pas... Voilà. Par contre, Sarah, oui, Marie-Sarah, si vous avez colle demain, bah, essayez de faire votre tableau cet après-midi en intégrant ces données-là. Ça vous permettra d'ailleurs de les apprendre. Voilà. Donc, en bilan, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, le bilan, c'est ce document-là, d'accord? Euh, donc, si on compare le centre de Newcop au centre de Spemann, parce qu'il y avait plusieurs questions là-dessus, donc c'est pas la même nature cellulaire. Le centre de Newcop, c'est des plastomères dorsaux-végétatifs, d'accord. Le centre de Spemann, c'est la lèvre dorsale du blastopore, donc qui est plutôt fait de micromères, alors qu'ici, dans le centre de Newcop, c'était plutôt des macromères, d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques macromères dans la lèvre dorsale du blastopore, il y en a quelques-uns, mais très peu. Devenir des cellules du centre, donc les cellules du centre de Newcop vont devenir des cellules endodermiques, alors que les cellules du centre de Spemann vont devenir le mésoderme dorsal, et en particulier la corde, un petit peu les somites, mais surtout la corde. La formation du centre, donc Newcop, c'est la rotation corticale qui est directement à l'origine de la formation du centre, alors que pour Spemann, c'est l'induction du centre de Spemann se fait par le centre de Newcop. D'accord? Donc le centre de Newcop induit un axe embryonnaire sans y participer directement, parce qu'il induit le centre de Spemann. D'accord? Alors que l'organisateur de Spemann permet une régionalisation du mésoderme avec une action dorsalisante et ensuite une induction neurale. D'accord? Les molécules accumulées sont donc les molécules accumulées que vous devez un petit peu connaître. Donc dans le centre de Newcop, vous avez nodal et bêta-caténine. Dans le centre de Spemann, vous avez cordine, couscoïde, et vous avez encore de la bêta-catéine. D'accord? Donc, c'est surtout cordine qu'il faut connaître et BMP4 au niveau ventral. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un changement de centre organisateur au cours du développement embryonnaire avec le centre de Newcop qui induit le centre de Spemann et le centre de Spemann qui devient à son tour inducteur. Donc, tout ça signifie qu'on a bien des inductions en cascade lors du développement embryonnaire. Alors, est-ce que Frisbee certainement, Oliana. Je suis pas sûre à 100%. Euh, En fait, il y a tellement de déterminants, mais je pense que Frisbee a un rôle inhibiteur. En fait, toutes les molécules dorsalisantes ont des rôles inhibiteurs sur les molécules ventralisantes. Je ne peux pas vous dire si Frisbee inhibe Wnt 8 et BMP4 ou que 8 ou que BMP4, etc. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille regarder. Et encore, peut-être que d'une publication à l'autre, selon les manips qui ont été faites, on ne voit pas tout à fait la même chose. D'accord? Il y a énormément de molécules, hein, parce qu'en fait, ce sont des voies qui sont très redondantes. On observe dans les voies de développement que très souvent, quand c'est des voies très importantes, elles sont très redondantes. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre, en fait, même s'il y a une petite mutation, d'avoir un fonctionnement qui continue. D'accord? Donc, c'est souvent des voies redondantes.
Alors, grand 1, petit 4, des inductions en cascade lors du développement embryonnaire. Donc, on a d'abord une expérience qui est l'expérience de Spemann, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Spemann? Alors, il a fait plein d'expériences, hein. Donc ici, en fait, il prend de l'ectoderme et puis il prend juste l'ectoderme seul, d'accord? Et on voit que ça devient de l'épiderme. Et puis, il prend de l'ectoderme qui va associer, mettre en contact avec l'organisateur de Spemann, d'accord? Et à ce moment-là, il obtient du neuroderme, d'accord? Donc, on montre bien que la mise en place, excusez-moi, donc la mise en place du neuroderme, d'accord? Elle se fait par induction et les cellules inductrices, c'est l'organisateur de Spemann, d'accord? En fait, ça va être assez rapidement les cellules de la corde. Donc l'ectoderme peut évoluer selon deux possibilités. S'il n'interagit pas avec l'organisateur de Spemann, le maintien de l'expression de BMP4 oriente l'ectoderme vers la différenciation épidermique, qui est caractérisée par un aplatissement de l'épithélium et l'expression de la kératine. Une interaction avec l'organisateur de Spemann, en revanche, aboutit à l'induction du neuroderme. D'accord? Donc on voit bien que ici, donc cet organisateur de Spemann qu'on a ici, il va vraiment modifier, d'accord, complètement ici cette partie-là de l'ectoderme, d'accord, qu'il va transformer en neuroderme. N1, N2, N3, N4, d'accord. Et ça va permettre de former la plaque neurale. Donc ça, hein, ça formera ensuite la corde, etc. Alors, on peut identifier un peu mieux les choses et on peut essayer de faire enfin, analyser ces résultats-là. Donc ici, on s'intéresse aux organes sensoriels, d'accord? Les organes sensoriels qui sont situés au niveau du tégument, hein, si on prend les yeux par exemple, et en général, on observe qu'ils ont une double origine embryonnaire, d'accord? Ils vont, en fait, ça va former ce qu'on appelle au niveau épidermique, on va former ce qu'on appelle ici les placodes. Donc, on a vu qu'il y a des placodes pour à peu près tous les organes sensoriels. Et ensuite, en fait, vous avez la partie épidermique qui va s'associer avec du neuroderme, d'accord, pour constituer l'organe des sens. OK? Donc, les cônes et bâtonnets de l'œil sont d'origine nerveuse. Par contre, tout ce qui est cristallin, etc., ça va être d'origine ectodermique, enfin épidermique, je voulais dire. D'accord? Et on observe qu'en fait, c'est le contact entre les deux feuillets au stade neurula, d'accord, qui est à l'origine de la spécialisation de l'épiderme à ce niveau et de la formation des placodes. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce contact-là, ici, d'accord, donc là, on est à un stade, on a une coupe transversale dans la partie à l'avant hein, de mon embryon. Donc j'ai le proencéphale, d'accord. Je fais une coupe dorsale, je me rends compte que j'ai des diverticules ici, bien qu'il y a un diverticule qui va venir en contact ici avec l'ectoderme. Et ce contact-là va permettre une induction des placodes cristallines. Une fois que j'ai les placodes cristallines elles-mêmes vont certainement jouer un rôle inducteur sur le neuroderme, d'accord? Et ce rôle inducteur, lui, va permettre la mise en place de l'œil, d'accord? Donc on a vraiment
des cascades d'induction. C'est-à-dire que finalement, on va avoir beaucoup de choses qui sont inductrices. Alors j'avais une question de Juliette que j'ai pas vue. Donc les molécules ventralisantes sont réparties en gradients aussi. Alors a priori, les molécules ventralisantes sont également réparties en gradients. D'accord? C'est-à-dire que, finalement, moins vous allez avoir, de nodales, plus vous allez avoir d'expression, des molécules ventralisantes. Voilà. Et puis après, effectivement, le gradient est d'autant plus important. Mais en fait, même si ces molécules sont inhibées par les molécules dorsalisantes, elles sont quand même présentes, hein. Donc vous avez bien un gradient de ces molécules, ventralisantes. Mais elles ont un effet moins fort que les molécules dorsalisantes. Voilà. D'accord? Donc, ici, on voit bien, ça, vous pourriez le généraliser pour tous les organes sensoriels, c'est-à-dire que c'est le contact entre, du tissu, nerveux, de l'ectoderme et de l'épiderme qui permet la mise en place des placodes et ensuite la présence de ces placodes qui va, faciliter la différenciation, du neuroderme et la formation des organes sensoriels. D'accord? Heu, donc voilà. De la même manière, on a la régionalisation des somites. Alors ça, c'est autre chose. Donc les somites, vous vous souvenez, donc vous avez le tube neural et la corde qui sont présents, tous les 2 à proximité des somites. D'accord? Et en fait, ils vont induire par les biais de facteurs inducteurs, hein, la régionalisation des somites en dermatomes, myotomes et sclérotomes. C'est-à-dire ce qui va être très proche. Alors je crois que j'avais remis normalement, je l'avais pas remis. Je pensais l'avoir remis. Ah, sinon c'est beaucoup plus loin, mais c'est pas grave, je vais vous le mettre pour bien que vous voyez. Donc c'est une figure qui a été présente aussi dans le diaporama du cours précédent, si vous voulez. C'est celle-ci. Là, vous voyez, vous avez la corde, vous avez le tube neural et vous voyez bien que vos somites, se, différencient différemment, hein, selon qu'elles sont, donc c'est une somite et là, c'est la différenciation, en fait, centro-périphérique d'une certaine manière. Donc ce qui est à proximité du tube neural et de la corde va donner du sclérotome, ce qui sera à l'origine, du squelette, de la colonne vertébrale. Ce qui est, dans une zone un peu plus, marginale, d'accord, va donner, le myotome, donc les muscles, d'accord? Et ce qui est, dans la partie la plus, proche de l'épiderme va donner du dermatome. Et donc cette régionalisation, hein, c'est lié à, la production de morphogènes, qui vont induire, petit à petit et production morphogène par la corde et par le tube neural. D'accord? Donc, ici, une régionalisation dont on peut dire qu'elle est centrolatérale. D'accord? Donc en fait, les exemples que vous avez à connaître parfaitement, c'est vraiment les exemples d'induction du mésoderme avec les 2 sciences de Newcock et de Spearman, mais vous devez savoir qu'ensuite, tout se fait par induction et par cascade d'induction successives. D'accord? Donc vous pouvez prendre, un exemple, par exemple l'exemple de l'œil, si vous voulez. Voilà, l'exemple est vraiment au choix, dans les programmes. Alors, le dernier point, de ce grand 1, c'est qu'on va voir qu'en fait, jusqu'ici, on n'a parlé que des vertébrés, mais finalement, les phénomènes de régionalisation, et les modalités de développement, en fait, elles sont très partagées chez les vertébrés et les arthropodes. Alors c'est le 1.4. Alors, développement embryonnaire. Non, c'était pas ça. C'est le 1.5. Pardon. Excusez-moi, je prends un peu de temps, mais comme ça, vous avez bien le titre, puis vous pouvez, remettre, les choses, donc des modalités de développement partagées chez les vertébrés et les arthropodes.
Alors, quand on étudie la mise en place de l'axe dorsoventral, chez les arthropodes, donc on est ici, chez les arthropodes, on observe 2 grands gènes qui sont très, très importants. Le gène décapentaplégique, DPP, qui va être, dorsalisant, d'accord? Au niveau du dos et le gène, SOG pour short gastrulation qui va inhiber, l'action, dorsalisante de DPP, d'accord? Ces gradients morphogénétiques sont à l'origine de la polarité dorso-ventrale, donc ça ressemble beaucoup à, l'action, cordine BMP4. Alors là, je vais vous demander de prendre le document 13, de la page 6 de votre poli, d'accord? Et de répondre aux questions posées. Donc le document 13, normalement, je l'ai là. Voilà. Donc, première chose, on compare, le gène cordine du xénope, donc je vous rappelle, cordine est dorsalisant, et du poisson zèbre, donc le poisson zèbre, c'est également un vertébré, avec le gène SOG, de la drosophile. Donc SOG, je vous rappelle, il est, lui, ventralisant chez la drosophile, d'accord? Et on vous donne les chiffres vont indiquer, les pourcentages, d'acides aminés identiques le long des protéines et puis vous avez, en fait, différents domaines, et cetera qui sont, indiqués. Vous avez ensuite des embryons de xénope qui ont subi des injections ventrales de l'ARN de SOG de la drosophile. Donc attention, injection ventrale de l'ARN de SOG de la drosophile. Donc C1, c'est mes témoins et C2, ce sont mes embryons injectés. Bah si, Cordine, c'était Spemann, donc c'est dorsal. Tout à fait, hein. Pourquoi ça vous pose problème? Donc Cordine, c'est dorsalisant chez les vertébrés, mais SOG, c'est ventralisant chez les arthropodes. D'accord? Je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors je me suis peut-être trompée, hein, en parlant. Ça m'arrive assez souvent, vous le savez. Donc ensuite, vous avez le schéma qui présente la localisation de l'expression des gènes impliqués dans la mise en place de l'axe dorso-ventral au cours du développement embryonnaire. Alors là, on vous met les axes dorso-ventrales comme ça, hein, etc. Les différents niveaux de gris, ah, c'est pas des, enfin, moi je vous ai mis en couleur, d'accord? Donc les différentes couleurs, et j'ai pas corrigé après, indiquent les analogies fonctionnelles. Alors, première question, quels sont les arguments qui indiquent que cordine et SOG sont des gènes analogues? Tous les arguments. Donc j'attends vos arguments. Il y en a plusieurs. Alors, je ne dirais pas les mêmes protéines, mais effectivement, les protéines ont la même organisation, d'accord? Il y a un pourcentage élevé d'acides aminés communs, donc exactement les mêmes, qui ne peut pas être, le hasard. Donc ça veut dire que ces gènes, chez un ancêtre qui peut être très, très, très ancien, ont a priori, une origine commune, d'accord? Donc en tout cas, c'est des protéines qui sont un peu de la même famille et assez proches. Ça suffit pas pour me dire qu'ils sont analogues parce que des familles de gènes, j'en ai plein et voilà. Mais c'est déjà un premier argument. Voilà. SOG a les mêmes effets que cordine sur le xénope. Donc vous vous rendez compte, je vous prenais une protéine
qui est produite chez un chez un insecte, d'accord? Chez la drosophile, donc un truc qui est quand même très éloigné du xénope. Cette protéine, vous l'injectez chez le xénope et elle fonctionne chez le xénope. Alors ça ne vous fait pas, un double embryon parfait, hein, mais ça fonctionne presque comme Cordine. Donc là, on voit bien que SOG et Cordine, en tout cas, ont une analogie fonctionnelle. Elles fonctionnent de la même manière, d'accord? Dernier argument. Et entre parenthèses, ça veut quand même dire que SOG, il arrive à faire apparaître du tissu nerveux chez, chez le xénope. Rappelez-moi, le tissu nerveux, il est présent où chez les insectes? Au niveau du ventre, d'accord? Donc vous voyez que, bah, ces 2 gènes, ils interviennent et ce sera le troisième argument, ils interviennent à peu près aux mêmes étapes du développement et ils vont tous les 2 induire, du système nerveux. La En fait, permettre de modifier, l'ectoderme et d'induire, du neuroderme, d'accord? Ça, c'est encore confirmé par une autre expérience qui n'est pas présentée ici. C'est que de la même façon qu'on peut, injecter, SOG chez le xénope, on peut injecter Cordine chez de la drosophile et Cordine, à ce moment-là, ventralise ma drosophile. C'est-à-dire que j'injecte Cordine dans la partie, dorsale de ma drosophile, ici, et tout d'un coup, j'ai 2 axes embryonnaires avec 2 systèmes nerveux, d'accord? Donc, SOG ventralise ma drosophile, mais dorsalise le xénope. Cordine dorsalise le xénope, mais ventralise la drosophile. Et la deuxième question, c'est le plan d'organisation des organes selon l'axe dorso-ventral est très différent chez les vertébrés et les arthropodes. D'après l'analyse de ces documents, proposez une explication. J'attends vos propositions. C'est assez simple vu tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui différencie finalement et qui explique qu'on n'ait pas du tout le même plan d'organisation selon l'axe dorso-ventral, hem, chez les arthropodes et chez les vertébrés? Alors? Alors, c'est pas une intensité d'expression différente. Regardez ce schéma, il est très parlant. Ou alors vous vouliez parler de l'expression de quoi? Hem, voilà, c en fait, c'est des lieux d'expression différents. Finalement, tout est inversé, d'accord? Donc, il doit y avoir quelque chose dans le contrôle de l'expression de ces gènes qui est, modifié, qui fait, alors la rotation n'est pas la même, je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, certainement le contrôle d'expression de ces gènes-là
dorsalisant et ventralisant, cordine et BMP4, enfin, ou les équivalents, ne se fait pas de la même manière, ce qui fait qu'on a une inversion du plan d'organisation par inversion d'expression des gènes dorsalisants et ventralisants. D'accord? Et donc finalement, ça montre que, on a des plans d'organisation très différents de ces 2 types d'organismes, de ces 2 grands phylum, d'accord? Mais que, quelque part, les mécanismes à l'origine sont bien les mêmes et les gènes à l'origine sont bien les mêmes. Donc on fait, ce qu'on appelle, du mécano, de l'évolution, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes, les mêmes éléments, mais on les met dans des sens différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir sans arrêt. Et donc, on va voir qu'il y a des analogies et en particulier, on verra que autant sur le plan sur la mise en place de l'axe dorsoventral, voilà, on a quand même des différences majeures, même si elles ne sont pas si importantes qu'on pouvait l'imaginer au premier abord. On va voir que par contre, dans la mise en place d'un axe antéro-postérieur, là, les différences sont majeures. D'accord? Alors, je ne sais plus quelle est la diapositive suivante. Alors, on va ici. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, hein, on a un simple renversement par rapport à un ancêtre commun où on ne sait pas trop comment c'était organisé d'ailleurs. Ok. Alors c'est pas, je crois pas que ça vienne de la rotation, ça vient, je sais pas exactement d'où ça vient, mais voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à la différenciation des muscles, d'accord? Et des territoires, et on va voir ce qui se passe, des territoires sommitiques, donc des sommites, au myotome. Ah! Donc on va essayer de voir déjà l'acquisition de l'identité des sommites. Et du coup là, on va pas s'intéresser uniquement aux muscles, hein, mais finalement pour suivre l'identité des sommites, le plus simple, c'est de suivre un petit peu le squelette, donc le sclérotome. Donc acquisition de l'identité des sommites. Donc on a vu que les inductions successives délimitent des territoires embryonnaires de plus en plus restreints. D'accord? Par exemple, le mésoderme se fragmente en plusieurs territoires selon l'axe dorso-ventral au stade bourgeon caudal. Et parmi ces territoires, donc vous avez la corde, vous avez les sommites, vous avez la pièce intermédiaire et vous avez les zones latérales. D'accord? Et donc par la suite, ces territoires vont acquérir cette fois-ci une identité selon leur position dans le plan d'organisation, donc à la fois dorso-ventral, mais également antéro-postérieur. Et ça, on peut prendre l'exemple du sclérotome des sommites. Par exemple, ben, ce sclérotome va donner des vertèbres qui sont plutôt cervicales, si vous êtes à l'avant, plutôt thoraciques ou lombaires, selon la position, selon l'axe antéro-postérieur. D'accord? Et la question, c'est qu'est-ce qui va déterminer cette identité de position selon l'axe antéro-postérieur? C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur l'axe dorso-ventral, on va s'intéresser à l'axe antéro-postérieur. Donc pour vous donner une idée, si je prends plusieurs vertébrés, je vois très très bien que j'ai des vertèbres de différents types, d'accord, euh, et que je vais retrouver à peu près à l'identique. Alors, bien sûr que selon qu'on est chez un amphibien urodèle comme le necture, un mammifère ou un oiseau, on a des choses plus ou moins complexes. Mais on voit bien que mes vertèbres vont pouvoir d'ailleurs porter des côtes qui sont reliées ou des côtes qui peuvent être flottantes. On peut avoir une zone sacrée et puis une zone caudale plus ou moins importante.
Chez nous, la zone caudale est très, très réduite, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a bien une orientation selon l'axe antéro-postérieur qui provient, a priori, de l'orientation et la et de la délimitation d'une identité de position selon l'axe antéro-postérieur des sommites au départ. D'accord? Donc, on va voir que cette identité, elle est acquise précocement. Précocement. Donc, c'est le document 15 que vous avez. Alors, là, je vous montre un petit embryon c'est un embryon de poulet à 33 heures. Donc, il est accroché en fait, à ces structures de réserve qui n'ont pas été, recoupées, d'accord? Qui n'ont pas été, où il n'y a pas eu de division cellulaire, mais vous avez l'embryon qui est là. Donc vous reconnaissez vraiment, le prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale. Vous reconnaissez donc la moelle épinière. Vous reconnaissez les somites, d'accord? Avec la métamérisation de ces somites. Donc là, on a les somites. Sous la moelle épinière, vous allez avoir la corde. Donc sous le tube neural, vous allez avoir la corde, etc. Donc à ce stade-là, stade 33 heures, on va prendre des somites, par exemple plutôt lombaires, ici, qu'on va venir greffer dans la partie antérieure par ici. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous schématise ici. Donc on prend des somites lombaires et on les greffe ici. Alors non, c'est pas celle-ci. On les greffe un peu plus haut. Là, c'en est encore une autre. Vous avez celui-ci. Voilà. Les somites de la région. Donc on est sur la région plutôt thoracique. D'accord, ici. En fait, on n'a pas fini l'allongement, donc on est plutôt dans la région, la région thoracique, et on va se mettre dans la région cervicale. Donc la région cervicale, c'est celle-ci. Donc ça, c'était la région thoracique, c'est ce qui donne normalement le thorax, et on fait dans la région cervicale. Donc c'est un moment où on a encore des somites totalement indifférenciés. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Mon petit embryon, il se développe. Simplement, au niveau cervical, eh bien, il a des vertèbres de nature thoracique. D'accord? Avec en particulier la mise en place de côtes. Donc, il n'est pas très viable, hein, mon embryon, mais on observe bien que finalement, à ce stade-là très précoce, 33 heures, on avait déjà l'identité de mes somites qui était déterminée. D'accord? Parce que du coup, ces somites, elles étaient déjà déterminées pour devenir, hein, pour que le sclérotome devienne de type thoracique et que le myotome, quand il se formera, soit de type thoracique aussi. D'accord? On voit bien qu'on n'a pas exactement les mêmes muscles squelettiques quand on est dans le thorax, quand on est au niveau cervical, etc., etc. D'accord? Ces muscles du dos, etc. D'accord? Donc on voit bien ici qu'on a une identité qui est spécifiée très tôt. D'accord? Donc le mésoderme somitique a une identité qui est spécifiée bien avant toute différenciation. Donc, le deuxième point, je vais vous marquer le titre et puis on verra le point 1, 2 points. Donc une identité de position sous contrôle génétique. Voilà. On verra bien que tout ça, c'est contrôlé de façon génétique avec. Donc ça, c'est à nouveau. Alors, juste, toujours dans ces expériences, hein, il y a une autre expérience qui est faite. Ici, c'est juste on inverse. Donc on était selon l'axe antéro-postérieur, et là on a antéro-postérieur, et on voit qu'on a pareil une inversion après. Alors attention, une cellule spécifiée, une cellule différenciée, ce n'est pas pareil. Une cellule spécifiée, elle n'est pas encore différentielle, elle a l'air d'une cellule indifférenciée. Simplement, elle ne pourra plus
elle a une destinée qui est très précisée. Donc, elle ne pourra se différencier qu'en une ou deux. Enfin, elle a restreint ses possibilités de différenciation. La cellule différenciée, c'est une fois que ma cellule devient une cellule d'os ou une cellule de muscle, etc., etc. Donc, une cellule peut être spécifiée sans que ça se voit, d'accord? Quand elle est différenciée, ça se voit. Ok, je pense que ça répond bien à votre question, qui est une bonne question. Simplement parce que je vois que l'heure tourne, donc je vais arrêter là. Je voulais simplement dire, je trouve qu'on avance assez bien. Donc je pense qu'entre jeudi et vendredi, si on fait que 1 heure, ça suffira pour terminer le chapitre. J'aimerais bien terminer à la fin de la semaine le chapitre pour qu'on ait vraiment des révisions la semaine prochaine. Et donc ce que je vous propose, c'est que pour l'école de vendredi, je fasse passer un groupe du coup de 11 à 12. D'accord? Donc, je vous redis ça par mail pour ceux qui passent en call vendredi. Donc, je vous enverrai les sujets et puis je vous redirai à quelle heure vous passez. Voilà. Ben, écoutez, avec tout ça, je vous souhaite une très bonne journée et puis à tout à l'heure. Ah, pareil pour l'école, si vous voyez que vous avez vraiment un souci de connexion, qu'on ne peut pas s'entendre, etc., j'ai fait l'expérience hier, on peut faire une call par téléphone. Le seul problème, c'est que ceux qui sont avec vous dans le groupe de call, en fait, je trouvais ça intéressant que vous vous écoutiez les uns les autres. Là, ben, vous ne pourrez pas vous écouter les uns les autres. Donc, voilà, si, bon, c'est moi qui vais décider quel groupe passe de 11 à 12, parce que je pense que vous aurez tous envie de passer de 11 à 12, Kylian. D'accord? Donc je vais faire un petit peu au hasard. Voilà. Sauf, on verra, on va voir. Ok. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.